Alors c'est des vieux F-16 et des F-16A qui ont été dronisés pour servir de cible dans des campagnes de tir RR. C'est une solution un peu riche des Américains, c'est-à-dire que tu tires un missile et pour voir si le missile marche bien, tu détruis un F-16. Mais ça, c'est un fusil à un coup, c'est pas du tout dans l'intérêt des Ukrainiens. Le F-16 et l'Ukraine, ou l'Ukraine et le F-16, les deux en même temps. C'est un très beau sujet. Merci Gilles d'avoir bien voulu le mettre à la une. C'est un sujet qui s'est un petit peu imposé parce que tout l'été on en a entendu parler et puis sur la fin de l'été, là ça s'est un peu débloqué. Alors quand je dis qu'on en a entendu parler tout l'été, ça fait quand même pas mal de mois qu'on entend parler, qu'on entend parler de ces F-16 qui pourraient débloquer la situation en Ukraine. Et puis là, donc... Ou pas, oui, c'est ce que tu vas nous dire. Et puis là, donc, on est passé à la phase active, puisque là, donc, il y a deux pays qui ont dit, nous, on vous fait cadeau de nos F-16. Oui, et puis un troisième pays, les États-Unis, qui ont dit, nous, on est d'accord pour que les deux autres pays fassent les cadeaux. Mais ça, on reviendra là-dessus, effectivement. On reviendra sur le rôle prédominant et primordial des Américains là-dessus. Juste un petit mot pour planter le décor, quand même, sur le F-16. Le F-16, c'est un avion qui a volé pour la première fois, enfin, le premier prototype en 1974. Donc, c'est un avion qui va avoir 50 ans. Voilà, c'est un avion 50 ans plus tard qui est toujours en fabrication, qui a constamment évolué, qui est né, qui était un petit chasseur de jour très gracile, très puissant, très remuant, qui aujourd'hui est un gros chasseur bombardier, mais enfin c'est toujours le même avion à la base. Et puis donc l'avion est toujours en fabrication. Lockheed Martin annonce à peu près 130 commandes en cours, et puis qui revient sur le devant de la scène effectivement à la faveur de la guerre en Ukraine. Alors c'est quand même assez vertigineux puisque c'est un avion qui est né pour faire face aux MiG et aux Sukhoi de l'ex-URSS, qui s'est battu un petit peu partout dans le monde, mais bon, c'était pas des combats très très volumineux. Et puis aujourd'hui, on le retrouve face à ces fameux MiG et Sukhoi russe pour le coup, dans la mission première qui avait été la sienne il y a 50 ans. Donc voilà, c'est un méchant clin d'œil de l'histoire. Voilà pour la présentation de l'avion. Le contexte, on le connaît tous. Ça fait 1 an et demi que Zelensky hurle partout qu'il veut des avions de combat, et qui fait du lobbying. Hurle, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui fait du lobbying très fort pour avoir ces avions de combat. Et 1 an et demi après, à force de lobbying, il y arrive. Il arrive à ses fins. Alors, il y a eu différentes étapes intermédiaires. On a jugé au début qu'effectivement, fournir des chasseurs bombardiers, c'était un petit peu trop lourd à assumer. Zelensky demandait aussi une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne qui aurait été mise en place par l'OTAN. Ça, c'était trop compliqué à gérer d'un point de vue politique. On ne voulait pas s'opposer directement aux Russes. Après, il y a eu une autre étape, c'est-à-dire que les pays de l'OTAN ont fourni des MiG et des Sukhoi qu'ils avaient disponibles. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette... au tout début... Il y a eu une gradation. Au tout début, donc... Oui. Au tout début, non, ça a mis quelques mois à se mettre en place quand même. Mais bon, il y a eu une gradation petit à petit. Après, on a fourni des pièces, de l'entraînement, des avions, donc. Et puis, on sait bien que ces avions-là, aujourd'hui, ils sont vieux, ils sont usés, ils sont consommés. On sait bien que les Ukrainiens, bien sûr, n'ont pas accès au marché des rechanges russes. Et donc, il faut trouver une solution plus pérenne. Et la solution plus pérenne, elle arrive avec le F-16. Il y avait d'autres choix ? Il y avait d'autres... Oui. Est-ce qu'il y avait une alternative au Bien F-16 sûr, bien sûr. Alors, on a évoqué beaucoup de choses. On l'a évoqué sur Aérobuzz, notamment. Mais on a parlé beaucoup des Mirage 2000 français. Alors, on en a parlé du côté français, mais est-ce qu'en Ukraine, ils étaient intéressés par les Mirage 2000 ? Alors, je ne suis pas dans la tête des Ukrainiens, mais je pense que... leur demander. On peut leur demander, oui, on va les appeler. Martin, le si tu peux appeler Zelensky. Si vous avez des amis ukrainiens, leur posez la question. Je pense que dans un premier temps, les Ukrainiens auraient pris tout ce qu'on leur donnait, bien sûr. Ça, c'est évident. Après, dans le temps, si on vise à moyen, long terme, il est évident aussi qu'ils veulent avoir une démarche un peu plus structurée, donc mettre en place une armée de l'air ukrainienne 2.0, c'est-à-dire s'investir sur un type d'avion, sur un type de mission, sur une infrastructure, sur une logistique bien précise, bien focalisée sur un besoin. Et bon, les Mirage 2000, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent, mais de mon point de vue, et là je reviens au tout premier préambule que j'avais fait, parce que j'avais dit qu'il y a des questions pour lesquelles j'aurais pas de réponse, ça en est une, et puis il y a peut-être aussi des points sur lesquels je dirais des bêtises, ça en est peut-être un aussi. Mais de mon point de vue, c'est un peu une voie sans issue, parce que investir dans la mise en œuvre d'une douzaine d'avions de Mirage 2000C, c'est un petit peu trop coûteux pour le résultat escompté. Et puis aussi, le Mirage 2006, il faut comprendre que c'est
je ne vais pas être méchant, mais c'est un petit peu la bataille d'Angleterre. C'est un avion qui n'a plus de missiles à longue portée, qui est quand même assez limité dans le nombre de ses missions, dans l'éventail des armements qu'il peut emporter. Donc ça serait un beau cadeau symbolique, mais ça irait pas très au-delà du symbole. Alors que les F-16, c'est un réservoir presque inépuisable, parce que tu disais donc quoi, 5000 construits à peu près, c'est ça? Je ne l'ai pas dit, mais je le pense, oui. Tu le penses, ou alors je l'ai lu dans tes écrits. Je ne sais pas si on en est encore à 5000, mais plus de 4500 voilà. ou plus de 4600. Et donc ça veut dire, et en plus il y a beaucoup de pays qui en ont, donc beaucoup de pays peuvent s'en défaire. C'est un écosystème, hein, c'est un joli mot, ça j'aime bien ce mot-là. Le F-16, c'est un écosystème, ça fait intelligent. Et le chat, vous réagissez si... Et puis, c'est un écosystème parce qu'il y a les avions en service, il y a tout le personnel en service, il y a des dizaines de milliers de mécaniciens, de techniciens, de pilotes qui ont été formés sur ces avions. Il y a des stocks logistiques partout dans le monde. Voilà, donc c'est une planète, c'est la planète F-16. Mais je reviens d'un mot, là, on avait évoqué les alternatives. La planète F-16. Tu veux que je ressorte ? Écosystème. Je préfère écosystème, ouais. Non, je préfère pas écosystème. Ah, toi, tu préfères planète. C'est le livre sur le soleil aussi qui t'a plu, non, peut-être ? Et donc, mais je reviens sur les alternatives parce qu'il y avait d'autres choix quand même très intéressants. Oui. Il y avait moi j'avais deux chouchous qui étaient. Alors on a évoqué aussi des vieux Eurofighter, on a évoqué le Gripen. Enfin c'est bon. Mais je pense qu'à la base de toute façon ça sera un avion américain pour la puissance logistique, pour la gamme d'armement, pour la formation, pour tout ce qui vient derrière. Et il y avait deux autres avions moi, qui m'intéressaient beaucoup. D'une part, c'était le F-18. Le F-18, avion de la même génération que le F-16, hein, puisqu'on se souvient que le démonstrateur technologique, qui était le YF-17, était en concurrence à l'époque avec le YF-16. On les avait vus tous les deux au Bourget. Et puis, le F-18, c'est un avion solide, conçu pour aller sur porte-avions. C'est un avion bimoteur, ce qui est quand même une très bonne idée au-dessus d'un champ de bataille, surtout en Ukraine où tu as énormément de missiles solaires qui circulent. C'est un avion qui est fait pour être assez compact aussi, avec le repliage de sa voilure. Bien sûr, c'est un avion qui peut emporter toute la gamme d'armement de l'OTAN. Donc voilà, moi je l'aurais bien vu aussi. Et puis c'est un avion qui est retiré du service dans pas mal de pays aussi. On pense à l'Australie, la Finlande, la Suisse. Enfin, il y a quand même aussi un réservoir d'avions disponibles. Mais le F-18 est aussi répandu que le F-16 ? Non, beaucoup moins, mais bon. Alors, c'est sûr que ça joue dans le choix peut-être aussi des Ukrainiens. Hein. Le F-18 est moins répandu. Mais tout de même, il y a quand même aussi, alors là, pour le coup, un petit écosystème. Et puis, il y avait mon chouchou, mais ça, c'était une vue de l'esprit. C'était le arrière, ou la version V8B. Le chouchou Le chouchou, ouais. Le tueur de Charles. Pas du tout. Non. Ça, c'est le A10. Ça, c'est le A10. Ah, c'est le A10. Oui. Voilà, excusez-moi. T'as eu tout l'été pour réviser, Gilles, enfin. Ouais. Bah, tu nous as passé ton conducteur trop tard. On a perdu le chat. Oui. C'est ma faute ? Martin, oui. Martin. Bon, Martin nous a fait une confidence avant l'émission. J'ai pris des vacances trop longues. Donc voilà. Les vacances en Colombie étaient... Ça revient. Donc, 2 mots sur le AV8 parce que ça aurait été quand même assez sexy comme solution. C'est un avion qui est fait pour les coups de main, le AV8. Oui. Hein. C'est décollage court, atterrissage court, vertical. C'est un avion qui avait été conçu par l'OTAN. Alors là, encore une fois, avec l'URSS en ligne de mire. Et c'est un avion qui est fait pour être dispersé dans des sous-bois, sur des bouts de route. Enfin, il est vraiment optimisé pour ce que savent très bien faire les Ukrainiens, c'est-à-dire des coups de main. Réussir des coups, aller planquer des avions quelque part et aller taper là où l'ennemi s'y attend pas, quoi. Le revers et c'est un avion qui est aussi pas mal disponible finalement, puisque les Américains, l'US Marine Corps, sont en train de retirer les leurs. C'est un avion qui a un gros défaut quand même, c'est qu'il est très compliqué à mettre en œuvre, et d'un point de vue technique et d'un point de vue pilotage. Il demande beaucoup d'entraînement, de formation, et il est très cher à mettre en œuvre. Mais voilà, c'était un fantasme. C'était quand même ton chouchou. C'était un fantasme, oui. Heureusement que c'est pas toi qui as eu à choisir. Hein. Malheureusement, tu veux dire. Et alors le A10, parce qu'on en a parlé du A10. Bah, le A10, c'est un peu le défaut aussi du plus gros déjà. Hein. Du arrière. C'est un avion qui est encombrant, oui, mais bon, ça, pas plus qu'un Sukhoi 34. Hein. Parce que tu parlais d'un champ de bataille où il y a beaucoup de missiles, beaucoup. C'est un avion qui est costaud, qui est résistant, qui peut voler bas, attaquer au sol. Oui, mais les autres aussi. Ouais. Le F-16 aussi. Et le problème du A10 est aussi bien protégé que le A10 ? C'est
moi, je dirais qu'avant d'être protégé, il faut savoir éviter de prendre les coups, et peut-être Ouais. que le F-16 est plus adapté pour éviter de prendre les coups. Mais le A-10, c'est un avion quand même relativement monomission, c'est-à-dire que c'est un avion qu'on fait pour envoyer au carton et en première ligne, pour prendre des coups. Mais c'est peut-être pas la priorité des Ukrainiens. Ce qu'ils feraient avec le A-10, ils le font peut-être très bien avec leur artillerie. C'est autre chose. Ce dont ont besoin les Ukrainiens, c'est peut-être aussi de mettre le holà à la supériorité aérienne russe, faire peur. Ils ont besoin aussi d'un avion qui fasse peur aux Russes, à leurs avions de combat. Et ça, le A-10 n'en serait pas capable. Puis le A-10, c'est un avion qui coûte très très cher aussi en munitions. Ce sont des obus qui veulent la peau des fesses, et quand tu en mets 2000 ou 3000, je ne sais plus, dans le magasin d'armement, le chèque, il est rude. Alors là, on peut faire une aparté. Là, tu parles de supériorité aérienne russe. Moi, je trouve que cette guerre fait très peu de place à l'armée de l'air, je trouve. On parle beaucoup de fantassins, on montre beaucoup de tanks, on montre des tranchées, comme en 14-18, mais on ne voit jamais d'avions qui attaquent, d'avions russes, puisque les... Oui, parce que les Russes ont été très timides au début de la guerre. Ils n'ont pas su engager leur aviation comme ils auraient pu le faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné un grand coup de balai comme sait le faire l'OTAN, aussi comme le fait systématiquement l'OTAN, c'est-à-dire qu'on commence la guerre, on donne un grand coup de balai dans la défense antiaérienne ennemie. Une fois que cette menace est éliminée, on envoie les avions au-dessus du champ de bataille, parce que les avions ne craignent plus rien à partir d'une certaine altitude. Et ça, les Russes ne l'ont pas fait. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est l'incapacité de savoir manœuvrer comme ça, ou est-ce que c'est une spécificité de l'OTAN qu'ils ne maîtrisent pas? Toujours est-il qu'aujourd'hui, les Russes sont très, très prudents, pour ne pas dire timides, avec l'emploi de leurs avions, et ils ne dépassent pas leur ligne de front. Donc, et les Ukrainiens font pareil pour d'autres raisons, parce que les Ukrainiens n'ont pas les moyens d'aller côté russe avec leurs avions. Ils en ont trop peu, et ils se méfient également de la défense antiaérienne russe. Donc les forces, le rapport de force qui est totalement défavorable aux Ukrainiens, finalement, de manière assez étonnante, il s'équilibre au niveau de la ligne de front. Alors, on parle peu de guerre aérienne, mais comme le fait remarquer Ulfred là sur le chat, c'est que cette guerre met en avant l'utilisation des drones. C'est la première fois qu'on parle autant des Bien drones. sûr, oui, c'est tout à fait vrai. Mais Ulfred dit beaucoup de choses justes. Oui. Ah bon? Ah bon? Mais non, mais il a raison. C'est vrai que. Mais après, les drones ne font pas tout. Oui, bien sûr. Il y a des choses. Je pense qu'on sera surpris. On sera assez vite surpris quand les Ukrainiens vont commencer à utiliser les F-16. Qu'ils en auront un certain nombre. Alors je les vois pas mener des missions complexes comme on fait encore une fois du côté de l'OTAN, c'est-à-dire des missions avec 10, 20, 30 avions très coordonnés, très complexes, avec différents armements. Ça, c'est un savoir-faire qui s'acquiert au prix des années. Il faudra des années pour arriver à avoir la masse de pilotes et de savoir-faire pour y arriver. Mais je les vois très bien monter des coups de main comme ils le font avec leurs navires, avec leurs drones, avec leurs bonhommes au sol. Enfin, donc 2, 3, 4 avions qui auront peut-être essayé de se payer un AWACS russe, on ne sait pas, qui essaieront de monter une embuscade pour choper un ou deux chasseurs russes, enfin des choses comme ça. Ouais. Et ça, on ne peut pas le faire avec les drones pour l'instant. D'accord. Parce qu'on peut s'attendre à ce que les Russes, avec leurs chasseurs, dès que les F-16 sont en missionné, il y aura une réponse. Bien sûr, comme on l'a vu avec les blindés, avec les chars de combat, c'est-à-dire que ça sera un trophée pour eux. S'ils peuvent avoir un F-16, on n'aura pas fini d'entendre parler, et ça sera effectivement, le symbole sera très fort, de la même manière que le symbole côté ukrainien est très fort. Quand on reçoit des avions de combat de l'OTAN, des avions de combat américains, c'est un symbole phénoménal. Même si l'avion n'est pas employé tout de suite sur le champ de bataille, c'est déjà une première victoire très forte. Alors, et c'est pour ça aussi, je pense que les Ukrainiens feront très très attention à peut-être pas dépasser la ligne de front aussi avec les F-16. Ça ferait vraiment désordre d'avoir une épave de F-16 sur la place rouge, un jour ou l'autre. Donc tu disais que les premiers pays à avoir annoncé qu'ils allaient donner des F-16, c'était donc la Hollande et le Danemark. Oui. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres qui sont sur les rangs, la Norvège aussi sur les rangs, et puis petit à petit, il y a un mouvement qui se crée pour agréger des capacités, agréger des moyens, des avions, et de la formation. Ça, c'est un point essentiel, parce qu'avant de mettre en l'air les avions, effectivement, il faut avoir les gens pour entretenir les avions au sol et pour les piloter. Là aussi, il y a eu beaucoup d'annonces. Oui, ça se met en place en Hollande, en Norvège, en Roumanie. On a appris récemment effectivement que
un centre de formation allait être ouvert en Roumanie. Alors officiellement, et dans la réalité d'ailleurs, hein, ce sera pour former des pilotes roumains, puisque la Roumanie possède une grosse quinzaine de F-16 aujourd'hui. Ils vont recevoir quelques dizaines d'autres. Mais il est évident qu'en arrière-plan, on a la formation des Ukrainiens derrière, bien sûr. Il y a 0K qui demandait, à propos de formation tout à l'heure, le temps de formation des pilotes et mécanos sont-ils identiques entre F-16 et F-18 ? C'est similaire, non ? Je sais pas. Je pense que oui, puisque c'est des avions relativement similaires, de même génération. Donc oui, je pense que c'est pas trop une question qui se pose. La question du temps de formation, elle est essentielle. Elle a été très très souvent posée, elle l'est encore. Hein. Et quand on parle aux pilotes de F-16, on a pratiquement autant de réponses que de pilotes, puisque la formation, elle est fonction de la carrière précédente du pilote, savoir si c'est quelqu'un qui débute, qui a déjà une expérience. Moi, il y a un truc qui m'étonne beaucoup dans cette affaire. On parle d'abord aussi de former les Ukrainiens à l'anglais, l'anglais aéronautique, hein, parce que l'anglais aéronautique, c'est pas l'anglais de tout le monde d'aujourd'hui. Mais c'est quand même très étonnant que ça fait 18 mois qu'ils demandent des F-16, et aujourd'hui, on parle d'envoyer des gars pour se former, alors qu'ils auraient pu le faire depuis très longtemps, quoi. Ils n'avaient peut-être pas la certitude de les avoir aussi, non ? Si, à long terme, ils savent bien qu'à long terme, ils seraient passés sur un avion de combat occidental. Donc, je sais pas, je comprends pas trop. Là, il y a peut-être une bonne explication. Mais Alors, tu as fait un article là cette semaine pour annoncer ça, justement, que les premiers pilotes ukrainiens allaient être envoyés au Texas pour être formés. Et on a eu une réaction par un lecteur qui disait bon courage, formé en américain par des Texans, ça va être costaud. Alors, oui et non. Les Américains, ça fait, on va dire 40 ans qu'ils forment des pilotes étrangers sur F-16. Donc, ils font ça les yeux fermés, c'est fait à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils prennent les bonhommes à l'entrée, il y a une chaîne, hein, comme s'ils fabriquaient des Ford T, et puis à la sortie, au bout de X semaines ou X mois, le gars, il sait parler en américain, il rêve en américain, et il connaît son avion par cœur. Comme Tom Cruise ? Mieux que Tom Cruise, ouais. Enfin, avec une taille normale, quoi. Et donc, ils vont faire pareil avec les Ukrainiens, et ça marchera très très bien. Aujourd'hui, la base américaine en question, elle annonce qu'elle a reçu 25 nationalités différentes. Donc, si on sait apprendre un Vénézuélien ou à un Coréen ou à des Bretons Sud-Bretagne à piloter un F-16, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas avec les Ukrainiens, et ça va le faire. Moi, je parlais avec... Alors, il y a plusieurs pilotes français ont fait du F-16, des officiers d'échange, ils l'ont fait aux États-Unis comme instructeurs, ils l'ont fait dans des différents pays européens. Et quand on parle moi j'ai parlé avec plusieurs d'entre eux, donc il y en a un qui a eu cette réflexion, qui m'a dit mais de toute façon les Américains, s'il fallait faire voler un chimpanzé sur F-16, ils feraient voler le chimpanzé sur F-16. Ça veut dire que le processus de formation est très bien formaté, et puis ça veut dire que le F-16, tout le monde peut le faire voler. Après, c'est autre chose de l'utiliser au combat. Bien sûr, ça va être ça vraiment le problème, mais c'est vrai pour tous les avions de combat modernes. C'est vrai pour tous les avions de combat modernes, sur les champs de bataille modernes. Parce que... L'interopérabilité, des choses comme ça. Alors ça c'est un autre sujet. Interopérable avec quoi ? C'est la question. S'il s'agit d'être interopérable, et qu'est-ce qu'on entend par interopérable aussi ? S'il s'agit d'être interopérable d'un F-16 à un autre, bien sûr, aucun souci. S'il s'agit de faire travailler en même temps un MiG-29 et un F-16, ça sera peut-être plus compliqué. Pour mémoire, les MiG et les Sukhoi, les avions russes fonctionnent en mètres et en kilomètres/heure. C'est le système métrique dans les avions. Chez nous, bien sûr, c'est du pied et du nœud. Donc, pour une fois, on n'a peut-être pas fait le bon choix, mais c'est comme ça. Donc là, ça va peut-être être compliqué. Et puis, il y a la question aussi, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, de la conduite de missions complexes avec plusieurs avions. Moi, je les vois plutôt travailler avec 2 avions dans un coin. Pas ils partent, 2 avions, ils font leur truc, ou 4 avions grand maximum. Et puis, ils vont acquérir de l'expérience comme ça. On leur souhaite. On leur souhaite d'avoir le temps. Il y a cette fameuse étude américaine qui montrait que celui qui survivait à 10 missions de combat avait de bien meilleures chances d'arriver au bout de la guerre. En général, c'était les premières missions de combat qui étaient les plus compliquées. Et comme tu le disais tout à l'heure, il n'est pas question aujourd'hui qu'un F-16 se retrouve sur la place rouge.
Non, ça ferait mauvais effet. Non. Un arrière, il peut se poser plus facilement sur la place rouge quand même. Oui, comme le Cessna 172 de l'Amiens. Comment il s'appelait Mathias Roust. Mathias Roust, ouais. Non, mais le arrière, c'est un avion fabuleux. Mais le arrière, le problème, c'est que d'abord, pour former un pilote, c'est très long, très compliqué. Même avec des pilotes formés, il y a de la casse. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée, un changement de moteur sur un arrière, c'est 24 à 48 heures. Parce que le arrière, l'avion est construit autour du moteur, le moteur est au centre du fuselage, et la voilure est sur le moteur. Donc, pour sortir le moteur, il faut démonter la voilure. Voilà le problème. Pardon. D'accord. Donc, si ce que je raconte, ça t'intéresse pas, Jérôme Donc, du coup, on a complètement laissé tomber le arrière et maintenant cap complet sur le F-16. Les pays donateurs sont aussi des pays clients du F-35. Il y a un effet de... Il y a comme un léger... il y a comme un léger effet de cause à effet. Oui, c'est le commerce triangulaire au meilleur de sa forme. C'est-à-dire que les Américains vendent du F-35 à ces pays-là. Donc, on va prendre les choses inversement. Les pays donnent du F-16, mais en même temps achètent du F-35 aux Américains. Donc, c'est coup double sur la valise. Puisque les Américains vendent du F-35 et ils donnent du F-16 à un allié qui va les casser des MiG. C'est génial. C'est vraiment super, si on veut être un peu cynique. Oui. Mais effectivement, la Hollande va prendre du F-16, la Norvège va prendre du F-16, le Danemark aussi. Tous ces pays-là vont prendre du F-35, F-35. La Roumanie, soyons fous, voilà, les Roumains avec du F-35, c'est la fête. Et puis ainsi de suite. Ouais. Alors par contre, ce qui est intéressant, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est de voir effectivement parce que derrière tout ça, les F-16, les Américains ont la haute main sur la réexportation du F-16. C'est eux qui disent on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est oui, c'est non. Et en plus de ça, c'est eux qui disent voilà, on veut que les avions soient équipés de telle manière ou qu'ils ne soient pas équipés de telle manière. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est dans quel état de finition et d'équipement seront les F-16 qui seront donnés aux Ukrainiens. Ça, c'est une vraie grande question. Ouais. De quoi seront-ils capables? Quelle capacité ils vont offrir? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des avions qui sont aux normes OTAN, donc qui ont des équipements OTAN. Et pour en revenir à la place rouge, on n'a pas envie que ça tombe au mauvais endroit, quoi. Il y a des pièces très, très bien... Par exemple, des boîtiers de cryptage sur les radios, aux normes OTAN, il est évident, quasiment, qu'ils seront enlevés des F-16. Sont les Français, par exemple, quand on s'est déployé pour la première fois en Afghanistan, qu'on a commencé à travailler au sein d'une coalition internationale sous l'égide de l'OTAN, les Mirage ont reçu des boîtiers de cryptage qui ont été ajoutés aux radios. Ceux-ci seront enlevés effectivement, si les F-16 doivent passer chez les Ukrainiens. Il y a d'autres équipements aussi, la liaison 16, qui est une sorte de... La liaison 16, c'est une sorte d'Internet qui va relier... qui peut relier 20, 30, 40 avions. Il y a un réseau qui se crée, on prend des abonnés, on les met sur le réseau, et tout le monde communique par liaison de données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange à la voix, c'est du numérique. Et on communique des pistes radars, on communique des états de carburant, des états de munitions, on sait exactement où sont les amis, enfin voilà. Tout ça en silence total. Ça, il n'est pas dit que les Américains le laissent aussi aux Ukrainiens. De toute façon, il est à peu près certain non plus qu'il est à peu près certain qu'ils n'en auront pas l'usage aussi, puisqu'ils vont, ce que je disais tout à l'heure, ils vont pas monter de mission très complexe, a priori. Justement, il y a 0K demande quelle serait l'utilisation des F-16 attaque sol-air sur le territoire ukrainien. Ça risquerait pas de rendre les Russes moins timides dans l'utilisation de leurs forces aériennes? Bon, on en a un peu parlé tout à l'heure, des réponses. Oui, mais on peut revenir là-dessus. Effectivement, moi je trouve que, encore une fois, ça n'engage que moi, mais ça serait un peu dommage d'utiliser le F-16 pour aller bombarder des tranchées. Ça, c'est une chose qu'on peut très bien faire avec de l'artillerie. Des drones. Des drones, bien sûr. Bien sûr, ouais. Les Ukrainiens n'auront pas beaucoup d'avions, pas beaucoup de pilotes au départ. Ça serait dommage d'aller choper un missile solaire russe en bombardant une tranchée, quoi. On peut par contre concevoir, et encore, on a vu que récemment les Ukrainiens l'ont fait avec un drone, mais on peut concevoir d'aller taper par exemple un site solaire de grande valeur ou un centre de commandement ou un gros dépôt de munitions, des choses comme ça.
mais avec beaucoup d'intelligence quand même, sans se faire attraper par la patrouille, quoi. Après, moi, là où je vois le F-16 le plus intéressant, c'est que il devrait quand même, a priori, être fourni par les Alliés avec le missile AMRAAM. On ne sait pas encore trop quelle version, mais une version, on va dire, moyennement évoluée quand même. Et là, avec le missile AMRAAM, qui a un missile équivalent au Mika français de plusieurs dizaines de kilomètres de portée, qui est un missile tir et oubli. Tir et oubli, c'est-à-dire que le missile peut être tiré, et hop, il se débrouille tout seul et il va vers la cible. Ça veut dire que l'avion s'en va Ça veut dire que l'avion a la possibilité de s'en aller. Ça veut dire aussi que l'avion peut transmettre, pendant le vol du missile, il peut quand même lui transmettre des informations avec son radar sur la position, parce que pendant ce temps, l'ennemi bouge aussi. Quand on dit que le missile est tir et oubli, ça veut dire que le missile a son autodirecteur, son propre radar miniature. Et dans la phase terminale du vol, il va lui-même accrocher la cible. Mais dans la phase terminale, c'est quelques kilomètres. Le danger, le risque, c'est que si tu laisses partir le missile trop tôt, l'ennemi va bouger. Et malgré son petit radar, le missile ne va pas trouver la cible à la fin du vol. Donc ce qui est bien, c'est de rafraîchir, avec le radar de l'avion, de rafraîchir la position de la cible pour guider quand même le missile en cours de vol. Donc voilà, mais bon, tout ça pour dire que ce missile AMRAAM a quand même un champ de possibilités qui est très étendu. Et c'est un missile qui peut faire très peur aux Russes. Et ça aura un effet dissuasif sur la ligne de front, sur l'emploi des avions russes. Donc on peut imaginer que 2 F-16 en maraude dégagent autour d'eux une espèce de bulle d'accès qui permettront peut-être aux Ukrainiens d'envoyer leurs hélicoptères ou de faire d'autres choses. Voilà. Tout en restant peut-être sous la menace d'un AWACS russe et de missiles à longue portée russes aussi. C'est un jeu compliqué, de toute façon. Mais c'est un jeu compliqué dans lequel les Ukrainiens, pour lequel les Ukrainiens pour lequel il manquait certaines pièces aux Ukrainiens. Là, ils reçoivent une belle pièce au milieu du puzzle. Et donc, vas-y. Non, justement, est-ce que ça veut dire que ça va susciter un vrai tournant dans la guerre, dans ce conflit, l'arrivée des F-16, je veux dire, ou est-ce que finalement, ça serait peut-être pas un moyen de dissuasion qui va... C'est pas un vrai tournant, je sais pas, une courbe, une belle courbe, ouais. Parce que la route est sinueuse, donc ça fera une belle courbe de plus, mais ça sera pas un virage à 180 degrés. C'est pas ça qui va changer le cours de la guerre, parce qu'il y a aussi la question du nombre et puis de. Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi ? Parce qu'il y a un risque d'escalade aussi, non. Non. De violence, ça veut dire quoi je pense que l'escalade. Un débordement de frontières, je sais pas, un missile qui part un peu trop loin. Ça, on les a déjà eus. Ouais. On a déjà eu un missile qui s'est écrasé en Pologne, en Hongrie. Enfin, c'est déjà parti. Même, je rappellerai que je crois que c'est pendant le Kosovo, il y a du missile anti-radar tiré par les Américains qui est arrivé en Hongrie. Parce que des missiles, bien sûr, le missile, ça reste un missile. Donc, il a son petit caractère. Parfois, il est chafouin. Un peu comme toi, Jérôme. Et donc, il fait sa vie et il part là où on l'attend pas. Mais ça, c'est déjà le cas depuis 18 mois. Non, le missile, il revient pas. Moi, je reviens. Toi, tu reviens, ouais. Alors, ce qu'on est en train de vivre avec les F-16, on a l'impression que c'est à peu près tout ce qu'on a dit déjà avec les chars. Quand on parlait des chars. Oui. Et là, ce qui m'y fait penser, c'est ce que tu viens de dire. C'est le nombre qui fera la décision. Et là, sur les chars, on se rend compte que c'est bien. Les pays, les soutiens de l'Ukraine ont commencé à apporter des chars, mais il n'y en a pas assez pour faire la différence. Alors, non, je ne mettrai pas le nombre en premier. Encore une fois, les F-16, ils auront un impact. Dès que tu auras 2 F-16 en vol, ça aura déjà un premier impact. Je crois que il y a 4 choses qui comptent en fait dans l'utilisation d'un avion de combat. Il y a l'avion, bien sûr. Jérôme, tu as un problème ? Donne à papa. Papa va ouvrir la bouteille. Voilà. Ah, merci. Je t'en prie. Oui, c'est le gaz. Ouais. Je te sers un peu ? Non, ça va aller. Gilles, tu en as ? Ça va, merci. Un whisky ? Je sais pas ce que nous a mis Martin. Ouh là là. Et oui, j'en étais, avant que tu nous interrompes bêtement, je disais qu'un avion de combat, en fait, il y a 4 choses dans l'emploi d'un avion de combat. Il y a l'avion lui-même, bien sûr. Il y a la formation du pilote. Il y a la tactique d'emploi. Et puis il y a aussi un truc qu'on oublie assez souvent et qui est en arrière-plan de tout ça, qui est essentiel, c'est le renseignement.
pour bien utiliser l'avion. Et le nombre, éventuellement, tu peux le mettre en 5, mais le nombre, c'est quand même, ça vient après tout ça, quoi. Et donc, quand les Ukrainiens, a priori, bénéficient quand même d'un renseignement qui leur vient de droite et de gauche, de très bonne qualité, l'idée, c'est quand on a un renseignement d'aller vite pour choper l'ennemi avec le pantalon sur les chevilles. Et donc, ça, ils l'ont... Ah oui. Ah oui. Ah, c'est une métaphore. Hein. Et donc, ça, ils l'ont, a priori, ils savent gérer. La tactique, on va dire qu'on leur fait confiance pour innover. Ils n'auront peut-être pas les tactiques autant très sophistiquées qu'on utilise, qu'on voit dans tous les exercices, mais ils auront leur tactique à eux. Et puis, il reste bien sûr les pilotes et les avions. Donc, dans un premier temps, on estime qu'il y aura combien d'avions disponibles, combien de F-16 livrés et opérables? On le sait, ça? Alors, il y a des promesses. Il y a des promesses qui, comme disait Charles Pasqua, n'engagent que ceux qui les reçoivent. Voilà. Ouais. Mais Gilles la connaît bien parce que c'était un fan de Charles. C'est une autre génération. Ah, c'est notre. Ah, c'est la mienne. Eh oui, monsieur Bonnard. Et donc, voilà, combien... Rappelle-moi, la voiture avec laquelle tu es venu, elle est immatriculée où 13, hein? 13, oui. C'est ça, d'accord. Non, c'est tout, c'était juste une aparté aussi. Oui, monsieur Roy. Alors, comment dire, où est-ce qu'on en était? Combien d'avions? Oui, c'était la question. Je crois que les Hollandais plus les Danois, aujourd'hui, ça fait un total d'une 60aine d'avions promis. Promis. Attention. Modulo, ça fait chic. Modulo, le fait que tant que les avions ne sont pas posés en Ukraine, ils ne sont pas à eux. C'est-à-dire que si tu as une élection aux États-Unis qui renverse le cours des choses dans les 2 ans qui viennent, par exemple, si les avions n'ont pas été livrés, que finalement les Américains disent « Ah ben non, on ne veut pas », les Ukrainiens n'auront pas. Il faut bien comprendre que les Hollandais ou les Danois n'ont pas le pouvoir, la possibilité de réexporter leurs avions sans l'accord des Américains. D'accord. Donc ça, c'est important. Après, plus beaucoup de temps, temps de former les pilotes. Ah non, mais tu peux livrer les avions avant d'avoir les pilotes formés. Ah oui, on peut aussi. Ouais. Ça c'est. Mais alors, on en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, tu les livres et tu les mets où? Ça c'est une grosse question que Gilles pourra me poser tout à l'heure. Ah non, c'est ma question ça. Oui, mais c'est Gilles qui pose des questions. Toi, tu ouvres les bouteilles d'eau. C'est ce qu'on avait décidé. Hein. Et puis, donc 60, Hollande, Danemark, la Norvège, une poignée d'avions. Et puis après, il y en a partout dans le monde. La Belgique en a beaucoup. La Belgique en a quelques-uns, oui, mais la Belgique, c'est pas pour tout de suite, parce qu'ils ont du retard sur la réception des F-35. Donc, ça sera pas pour tout de suite. Ils ont même un solo display F-16. Oui. Et voilà. Alors, ceci dit, on n'en a pas parlé encore, mais les avions hollandais ou danois sont des très bons avions. C'est des avions, ils touchent pas des rossignols, hein, les Ukrainiens. Ils vont toucher des avions avec de très bonnes capacités opérationnelles. Ça veut dire des avions qui ont été modernisés? Ça veut dire, des avions qui ont été modernisés. Alors, il y a eu la modernisation des F-16 européens, c'était la MLU, rénovation à mi-vie. Ça remonte à, je sais pas, 15-20 ans, quinzaine d'années minimum. C'était au moment du Kosovo, 20 ans, peut-être. Et puis en partant de là, donc ça c'était la base, le hard. Et puis comme sur tous les avions actuels et comme on le voit sur le Rafale, les pays utilisateurs du F-16 ont procédé à des incréments des modernisations essentiellement logicielles. Donc il y a eu le M1, M2, M3. Aujourd'hui, je crois qu'on en a au M5 ou M6. Et a priori, les avions hollandais ou danois sont d'un standard M3 ou M4. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire par exemple sur des avions qui peuvent être équipés, c'est pas certain que les Ukrainiens touchent cet équipement, mais ils peuvent être équipés de viseurs de casque. Ça veut dire que ce sont des avions qui sont équipés. Encore une fois, on ne sait pas si les Ukrainiens ou pas si les Ukrainiens les auront ou pas, mais ils peuvent être équipés de nacelles de désignation laser sniper. Ce sont des matériels de très très bonne qualité. Ils seront capables de tirer la quasi-totalité de l'éventail des armements OTAN, donc du missile de croisière américain aussi également. Donc c'est pas du second choix là qui c'est pas du second choix, non. C'est comme chez le boucher là, ils ont droit à un bon morceau, une bonne pièce.
Et si tant est que, effectivement, les Américains ouvrent les vannes. Alors, tu nous as dit que les Américains avaient un savoir-faire pour former des pilotes, en commençant par leur donner les rudiments de la langue américaine. Mais tu ne nous as pas dit combien de temps ça prenait pour former un pilote de F-16 ? Un certain temps. Oui. Voilà. Question suivante. Alors, la question suivante. On compte en mois. Mais tout est lié. D'abord, la question est complexe parce que quel est le profil de ton pilote ? Est-ce que c'est un petit jeune qui vient de s'entraîner sur Hawk en Grande-Bretagne ou sur Alpha Jet en France ? On pourra en parler, ça aussi. Est-ce que c'est un gars qui a déjà 10 ans d'expérience et 1000 heures de vol sur réacteur ? C'est pas tout à fait la même chose. On compte à peu près 6-9 mois à peu près pour former un pilote de F-16. Ça dépend du profil. Et encore, là, tu obtiens un pilote, ce qu'on appelle en France un pilote opérationnel, c'est-à-dire un gars qui est opérationnel, qui sait voler, qui sait faire une mission ou 2 missions, type de mission, mais qui est en bas de l'échelle. Je pense pas que les Ukrainiens s'amusent à former des pilotes polyvalents. C'est pas le but. C'est-à-dire polyvalent. Qui sauront faire du RR, qui sauront faire du air-sol, parce que pour tout ça, il faut savoir tripoter le radar aussi. Le combat radar, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de simulateurs aussi. Ça demande du temps, donc j'imagine plutôt qu'ils vont d'abord les entraîner à faire du RR. Mais l'Ukraine a beaucoup de pilotes de chasse. Je ne sais pas. Ça fait partie des questions. On ne sait pas trop, c'est un secret bien gardé, c'est un secret intéressant. Mais ça dépend aussi du nombre d'avions à réaction qu'ils ont ou qu'ils avaient au début de la guerre. Oui, en général, c'est dimensionné mais ils ont eu des pertes. Il y a eu cet accident assez terrible il y a quelques jours où ils ont perdu 3 pilotes d'un coup. Ils ont eu des pertes pendant la guerre. Et puis, les pilotes ne volent pas beaucoup en ce moment, je suppose. Ils n'ont pas les moyens, je suppose aussi, d'en entraîner beaucoup. Donc, c'est un réservoir qui s'épuise peut-être. Est-ce qu'ils peuvent utiliser des pilotes civils, genre pilotes de ligne, pilotes... Non. Non, c'est pas possible, ça. Non. Parce que les Suisses, par exemple, ils ont des pilotes sur Suisse. Il y a des pilotes qui travaillent comme pilotes de ligne et qui font des réserves sur F-18. Oui, mais comme tu le dis, ce sont des réservistes. Ouais. Ils ont une formation... Alors après, prendre un pilote civil et l'envoyer aux États-Unis pour qu'il soit formé, oui, mais là... Parce qu'eux, ils savent parler anglais déjà. Oui, peut-être bien, oui. Mais peut-être qu'il y a une filière effectivement de ce côté-là, mais de toute façon, la question est caduque, parce que ton pilote civil, tu vas le prendre et tu vas le faire rentrer dans la filière militaire. Oui. Et donc, de facto, il va devenir pilote militaire. Mais on n'est pas dans... comment il s'appelait ce film, ce très mauvais film américain, là, sur l'invasion de la Terre, là, où vous allez chercher des pilotes agricoles. Independence Day. Ouais, cette grosse daube. Hein. Ça m'a étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas Tom Cruise dans ce film. Mais... Et on en a parlé. C'est de la provoque, là. C'est de la provoque. Ne réagis pas. Tu l'as vu, Maverick, Top Gun, au fait, ou pas alors ? Non, toujours pas. Ah bon, d'accord. Parce qu'on attend ta chronique. Hein. Oui. Bon. Pour Noël, on l'aura à Noël. Noël 2028. Et donc, où on prenait un pilote agricole, on le mettait dans un cockpit de F-18, et puis en voiture Simone, et le mec, il allait shooter de l'AMRAAM. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, mais ça reste Hollywood, ça. D'accord, ok. Il y a des questions sur le chat. 0K, est-ce que le fait de rendre les ambitions publiques des années en avance ne rend pas service à la Russie ? Point d'interrogation. Des années à l'avance, je sais pas, mais... Rendre public les ambitions, non, d'abord, ce sont des ambitions qui sont grosses comme une maison, hein, c'est évident. Bien sûr que les Ukrainiens veulent avoir une aviation de combat, bien sûr qu'ils veulent intégrer l'OTAN après la guerre, bien sûr que, ainsi de suite. En même temps, l'annoncer, le clamer haut et fort, c'est une façon de forcer la main aussi des alliés. C'est une façon déjà de leur dire on est motivé, mais ça ils l'ont compris. C'est une façon de leur forcer la main. Quand on voit Zelensky dans le cockpit d'un biplace avec la ministre ou la première ministre danoise, voilà, la fille elle est assise dans le F-16, la fille la ministre, et puis elle pourra pas dire non finalement on vous donne pas le F-16. Donc c'est une façon de mettre les gens devant le fait accompli. Et puis vis-à-vis des Russes,
on va dire que c'est une façon un peu de leur faire peur. Ouais. Enfin, pas de leur faire peur, mais encore une fois, de leur montrer la motivation, la dissuasion et de leur dire on en veut, quoi. Oui, et puis il y a aussi un fait, c'est montrer que c'est une coalition qui se tient, Oui. puisque en 2-3 jours, Zelensky fait le tour de plusieurs de ses alliés, tous disent la même chose, tous montrent la même chose, donc là il y a un message qui est fort, c'est on se tient, on se tient serré, on est en rang serré. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais au moins de façade, il y a un affichage très fort. Il y a un affichage fort, Ouais, il y avait une espèce de magma où ça flottait un peu de tous les côtés, et puis là, tout d'un coup, ça s'est cristallisé et clac. Alors, une aparté, là, donc dans pile un an, on aura des élections aux États-Unis. Est-ce qu'un changement de gouvernement, genre Trump qui reviendrait, est-ce que ça pourrait d'un seul coup arrêter les dons de F-16 sans préjuger de ce que pourrait faire l'un ou l'autre, hein, c'est même pas un risque, c'est une possibilité. Pure et dure. Factuellement, effectivement, c'est une possibilité. Tant qu'ils n'ont pas touché le sol ukrainien. Oui, sans parler que Trump a quand même des atomes crochus avec Poutine par moment. Donc, il a eu, oui, je ne sais pas s'il a encore. Il ne sait peut-être plus qui est Poutine. Oui, il ne sait plus qui il est non plus, hein, je ne sais pas. Donc, et puis est-ce que dans un an, où est-ce qu'on en sera aussi, enfin. Mais voilà, c'est effectivement. Si on suit ton raisonnement, dans un an, les F-16 aux couleurs ukrainiennes commenceront à peine à être engagés. Tu dis grosso modo, dans ces eaux-là. Ouais. Mais il est évident que si les Américains mettent de la très mauvaise volonté une fois que les F-16 sont en place, s'ils mettent de la très mauvaise volonté pour les faire tourner, ça ne se passera pas très bien. Ça va être compliqué. Parce que là, on parle des pilotes, mais il y a aussi toute la chaîne logistique et les mécanos. Oui. Tout ça, il faut le mettre en place aussi. Ça se fait en parallèle. On en parle moins parce que c'est toujours l'étoffe des héros qu'on met en avant. Mais les mécanos, sans eux, ça ne vole pas un avion. Ça vole, mais très peu. Très peu de temps. Et puis à un moment donné, ça finit par plus voler. Bien sûr. Le staff pour un F-16, enfin, il y a les équipages, les mécanos. Ouais. Alors, le F-16, je ne pourrais pas le dire exactement parce que les Américains ont une vision un peu toujours exagérée des choses. Mais pour te donner un ordre d'idée, quand un Rafale est envoyé en déploiement, par exemple un exercice, on envoie 4 Rafales, on envoie à peu près 40-50 bonhommes. Ce qui est très peu. Donc c'est pilote compris. Oui, mais les pilotes, c'est peanuts, c'est 1-2 pilotes par avion. C'est en grosso modo, c'est une dizaine de personnes par avion. Ce qui est, ça, c'est à la française, avec un avion qui tourne bien, qui est très fiable. Ouais. Donc c'est peanuts. Les Américains, on peut multiplier par 2 ou par 3. Ah oui. Quand ils envoient en déploiement. Et ça, c'est pour assurer, parce que les Américains ont une vision des choses ils sont très sectorisés. T'en as un qui va s'occuper de la roue gauche, t'en as un autre qui va s'occuper de la roue droite, et ainsi de suite. Les mécanos français, les pistards qui remettent en œuvre, sont beaucoup plus polyvalents. Et puis quand je dis une dizaine de personnes, c'est pour pouvoir tenir, alors peut-être pas 24 heures sur 24, mais c'est pour pouvoir faire tourner le personnel aussi. Parce que pendant qu'il y en a qui travaillent toute la journée, il y en a d'autres qui se reposent. Donc c'est un ordre d'idée, mais ça c'est c'est le travail en piste, c'est la mise en ligne des avions. Derrière tout ça, c'est la remise en œuvre entre 2 missions par exemple. Derrière tout ça, il faut un deuxième échelon technique pour l'entretien en profondeur des avions. Hein. Tu prends un avion, tu le fais voler 100 heures et hop, après il part au dépôt, il est remis en œuvre. Et dans des escadrons techniques. Et ça, c'est encore plus de monde. Ils ont les moyens aussi, nous dit 6 Riesel. Et les Américains ont 100 fois plus de budget aussi. Et ils peuvent mettre plus de monde par machine. Et oui, ils ont 100 fois plus de dépassements budgétaires, enfin de pertes. Bien sûr, oui. Quoi qu'il en coûte, quoi. Du quoi qu'il en coûte, ouais, voilà, c'est ça. Mais du vrai quoi qu'il en coûte. Du vrai bien vert. Donc alors, on parlait donc de l'échelon mécanique, logistique aussi. Et puis les infrastructures, parce que où est-ce qu'on les met ces avions? Voilà, parce que on a toujours parlé des avions russes, du moins d'origine russe qui volaient en Ukraine et qui décollaient des autoroutes et autres. Est-ce qu'un F-16 décolle d'une autoroute? Tous les avions peuvent décoller des autoroutes. Hein. Si on enlève les ponts.
Non, même sous le pont, bien sûr. Mais après, il y a des avions qui s'y prêtent, ça s'y prête mieux que d'autres. Il est sûr que le F-16, avec son bel aspirateur, sa belle entrée d'air ventrale là, qui est faite pour aspirer tout ce qui traîne dans un rayon de 12 km, ça, c'est pas terrible. Ou alors, il faut vraiment passer la balayeuse très proprement. C'est pas un avion qui s'y prête énormément. Mais paraît que la ville de Paris va mettre à disposition de l'Ukraine des balayeuses. Ah oui, où il y a tout un stock de vieilles motocrottes aussi pour les plus de 50 ans là, qui nous écoutent. La formation... c'est long. Surtout qu'il faut fournir les crottes aussi pour former les gens, quoi. C'est fini, Jérôme. Et donc, pourquoi on disait ça ? Oui, petite anecdote, dans les années... alors, c'était quand ? C'était 90 ou 2000 ? Je sais plus. La France envoie 4 Mirage 2000 en Pologne pour un exercice avec les Polonais. Donc c'est très peu de temps après la chute du mur. Et donc les pilotes français, les Mirage 2000 sont super bien reçus. Tout se passe très bien. Les Polonais sont ravis. Alors les Polonais travaillent à l'époque encore. Ils ont du Sukhoi 22, ils ont du MiG 29. Et puis ils travaillent à la soviétique, c'est-à-dire très rigide, avec un guidage du sol, à tel point que c'est le contrôleur d'interception au sol qui peut même tirer le missile à la place du pilote. Il guide le pilote pour qu'il se mette en position de tir et il tire le missile à sa main. Enfin, super rigide. Les Français, eux, travaillent de façon beaucoup plus souple, ils savent utiliser leur radar. Chaque pilote dans son avion utilise son radar comme il le veut. Enfin, et les Polonais, je vous la fais courte, sont un petit peu quand même vexés de voir qu'il y a quand même un ascendant technique assez fort, puisque la dispo des Mirage 2000 aussi est phénoménale. Enfin, voilà. Et donc, à la fin du séjour, ils proposent aux Français de faire un truc que les Français ne font jamais, c'est d'aller faire un desserrement sur un morceau d'autoroute, un exercice que les Polonais pratiquent régulièrement. Donc, le chef du détachement français, on lui transmet cette invitation, il appelle Paris, il dit « Bon, est-ce qu'on peut y aller ?» Parce que Paris lui dit dans la meilleure tradition française, pas de problème, vous y allez, mais si ça merde, c'est ton problème, c'est ta responsabilité. Donc, les Français y vont, ils posent 2 Mirage 2000, et ils posent les 2 Mirage 2000, ce qui n'a jamais été fait par les forces, sur un morceau de route, quand même, ou d'autoroute, qui est quand même relativement étroit, quoi. Et l'étroitesse, ça joue sur la largeur du train, ça rentre en ligne de compte pour l'envergure de l'avion, mais ça rentre en ligne de compte aussi, c'est important pour les repères visuels quand tu es à l'arrondi. Tu as l'habitude d'une piste de, je sais pas, la largeur autant, je crois que c'est 60 mètres ou 30 mètres. De large, de large, donc tu as tes repères, tu sais quand il faut arrondir et par la vision périphérique, et là c'est totalement, ça tombe à l'eau tout ça. Mais ils posent leur Mirage 2000. Et ils posent le Mirage 2000 d'ailleurs sans utiliser de parachute frein. Ce qui est beau aussi, c'est peut-être ça qui épate le plus les Polonais. Les Polonais sont épatés par le fait que le Mirage 2000 se pose sur l'autoroute au débeauté, comme ça, et puis que les Français n'utilisent même pas le parachute frein pour freiner. Parce qu'ils ne l'ont pas fait, parce que après, il fallait remettre en œuvre les parachutes, c'était compliqué. Donc, tout ça pour dire qu'un avion, ça se pose sur une autoroute, il faut le pilote qui sait le faire, c'est tout. C'est plus simple avec un arrière, quand même. C'est beaucoup plus simple, avec un arrière. Enfin, en théorie. Non, mais ce qui est beau avec le arrière, c'est que quand les Anglais ont reçu les arrières, les premiers, alors les tout premiers, les GR1, GR3, dans les années 70, fin des années 70, ils les ont déployés en Allemagne et ils ont créé tout un concept d'emploi autour de l'avion. C'est-à-dire qu'ils ont appris à se déployer sur le terrain dans les sous-bois avec des morceaux de route de 40 mètres de long, en amenant le pétrole, les munitions, ce qu'il fallait. Ils avaient un petit train roulant pour trimballer tout le monde et ils se déplaçaient très très vite. Et ils faisaient des missions de 1 heure maximum. L'avion décollait, ils partaient taper, ils revenaient. Le soir, ils emballaient tout, ils repartaient, ils changeaient d'endroit, et ainsi de suite. Ça, c'était fabuleux. Et c'est Hans Rudel, le célèbre pilote allemand là, qui avait des centaines de missions sur Stuka. Qui a le plus de missions, je crois. Qui a détruit à lui seul des centaines de chars russes, qui expliquait qu'à la fin de la guerre, quand ils étaient sous la pression russe, ils changeaient tous les jours de terrain. Tous les jours. Donc, et pour lui, c'était pour un avion qui fait de l'appui-feu, qui fait, typiquement dans un scénario ukrainien, d'ailleurs au même endroit que les batailles de la Deuxième Guerre mondiale, contre le même adversaire, c'est une leçon qui a toute sa valeur.
Alors, je te repose ma question, parce que tu as pas répondu. Donc, en résumé, est-ce que... Limite arrogant. Hein. Non, mais je suis tes réponses. Est-ce que donc les Ukrainiens vont regoudronner les autoroutes ou créer des nouvelles infrastructures aéroportuaires? Je sais pas. Je sais que ce que je sais, c'est que le F-16 est un avion, alors on va mettre des guillemets, relativement fragile par rapport au MiG-29. Il faut voir l'état des pistes héritées de l'Union soviétique. Hein. Les pistes aéronautiques, c'est des dalles de béton mises les unes à côté des autres. Donc ça fait doudoung, 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 doudoung. Et quand tu as un gros train bien massif avec un diabolo à l'avant et une bonne grosse roue à basse pression sur les côtés, ça passe sans problème. Quand tu as une petite roulette, et il faut regarder les photos du train d'atterrissage du F-16, qui est déjà bien chargé parce que le train d'atterrissage a été conçu pour le premier prototype qui devait faire 6 ou 7 tonnes à vide, et aujourd'hui le F-16 a doublé de masse, hein, au gré des modernisations et de l'extension de l'enveloppe du domaine de la lutte. Et là je cite Houellebecq, bien sûr. Oui. Qui était aussi un grand pilote de F-16 pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est de Houellebecq, extension du domaine de la lutte? J'ai un doute. Je suis pas certain. Jérôme, je me tourne vers toi. On peut googler. Hein. Ouais, googler. Et donc, le train du F-16 a été renforcé quand même, mais il reste quand même relativement, avec des guillemets, relativement fragile pour des pistes. L'armée de l'air française s'est posé la question quand on a envoyé les Mirage 2000 en Afghanistan. Enfin, les premiers ont été déployés à Douchambé. Douchambé, joli port de pêche de l'ex-Union soviétique, à la frontière avec l'Afghanistan, et avec une bonne piste à la soviétique, donc, et on s'est un peu posé la question sur la solidité du train, avant notamment. Et donc Houellebecq, merci Alfred. on peut construire une piste et des hangars, des abris pour les avions assez rapidement. Hein, c'est plus rapide. Une piste, c'est pas si rapide que ça. Si c'est un effort de guerre, ça peut être rapide. Oui. Mais la difficulté, c'est de la protéger. Oui. Mais je crois que les Ukrainiens, alors encore une fois, je mets des guillemets, mais enfin un bémol. Mais je pense qu'ils ont gardé pas mal de terrains de desserrement. La France aussi était très riche à une époque en terrain. Tous les terrains de l'Est de la France auraient fait de magnifiques terrains de desserment pendant la guerre. C'est-à-dire que tu as 3 à 4 terrains pour un escadron, quoi. Donc tu peux faire bouger les gens assez vite. Il y en a un qui est tapé, tu vas ailleurs, tu répares le premier, et ainsi de suite. Je pense pas que ce soit nécessaire de créer des pistes vraiment, quoi. D'accord. Parce que ça fait partie pour eux, hein. des débats, ça. Hein, Oui, bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'il faut protéger les avions. Les Russes vont regarder ça de très très près. Ils vont mourir d'envie de taper des F-16 au sol. Bien sûr. Hein. Et ça va faire une cible de choix. Je pense qu'il y a un gros marché à prendre aussi pour les leurs, pour les F-16 gonflables. Hein. Oui. Ça existe? Oui, ça existe. Sur Amazon, tiens. Oui, ça doit... Mais on a vu quand même au tout début de la guerre l'Antonov 225 qui a été quand même détruit sur un grand aéroport. Pas gonflable. Et on a vu l'impact psychologique que ça avait eu. Alors, il a été détruit au sol, hein, par les types au sol qui l'ont piégé. Quoi. Puis le patron s'est fait... Les F-16 et les F-16 qui seraient sur une base et qui seraient attaqués par exemple des drones. C'est envisageable, ça. Oui, bien sûr, c'est envisageable. Ça sera plus difficile de le récupérer pour l'emmener sur la place rouge, mais n'empêche que ça en fera un de moins ou deux de moins. Mais je pense que si les Russes avaient pu le faire déjà avec les MiG et les Sukhoi, ils ne se seraient pas privés de le faire. Et les Sukhoi sont un peu une épine dans le pied. Ce sont les Sukhoi qui tirent les missiles de croisière, et les Sukhoi 24. Et je pense que s'ils avaient su les détruire au sol, on aurait vu les images déjà. Et apparemment, ça leur échappe un peu. Apparemment. Alors, ils ont peut-être qu'il y a eu des images déjà, mais les Ukrainiens aussi ont présenté beaucoup d'épaves sur leur terrain, enfin, pour attirer les coups. Après, l'avantage, tu as les abris blindés. L'avantage de l'abri blindé, c'est tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu sais pas s'il est vide ou s'il est plein. Et puis, un abri blindé, ça résiste à un drone quand même. Il faut vraiment y aller au missile ou à la bombe. Ah oui. Oui, parce que pour l'instant, les drones qui sont envoyés en Ukraine, c'est des drones relativement légers, non ?
Alors oui, par définition, le drone est relativement léger. Enfin, l'image qu'on en a du drone, c'est une machine assez légère. Dans le cadre de cette guerre-là. Oui, au mieux, c'est peut-être 10, 15 kilos, 20 kilos de charge militaire. Quoi. Mais le problème du drone, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'énergie cinétique à l'arrivée, à l'impact. Et ça compte beaucoup aussi, l'énergie cinétique. Il faut que le missile qui arrive à 1000 km/h, rien que le missile lui-même, ça fait du dégât. Quoi. Si en plus tu ajoutes une bonne charge militaire, là ça fait mal. Ouais. Il y a une remarque de Miss 13 que j'ai pas compris. Alors, le F-16 pourrait partir de la frontière polonaise-Ukraine côté ukrainien et les problèmes seraient réglés. Ouais. Il y a des autoroutes très propres par là. Oui, mais ça règle pas le problème. S'il est en Ukraine, il est en Ukraine. Les Russes vont pas s'arrêter au fait que la Pologne est à 10 km. De la même manière que les Ukrainiens ne se sont pas arrêtés au fait que la base d'Ilyushin 76 était à 20 km des pays baltes pour attaquer la base d'Ilyushin 76. Les Russes ont bombardé avec des drones les silos à grains qui étaient de l'autre côté, à la frontière roumaine, là, pour le coup, de l'autre côté du fleuve. On est en Ukraine, on n'y est pas. Là, en l'espèce, c'était en Ukraine. Après, il y a la possibilité d'un missile qui tombe un peu à côté, mais sincèrement, pourquoi pas. C'est pas ça qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale. On sait très bien non, mais c'est un point important, ça. On sait très bien qu'un missile qui rate sa cible de 10 km, ce sont des choses qui arrivent. Pas de risque d'une escalade avec les F-16, alors, à ton avis? Non, parce que le mot escalade, c'est une guerre totale. Donc, pour moi, le mot escalade n'a pas lieu d'être. C'est un avion de combat comme un autre. Si escalade devait y avoir, elle aurait déjà eu lieu alors à ce moment-là avec les Léopards, avec les missiles, les HIMARS, avec les missiles de croisière Scalp, avec tout, avec les premiers obus de 155 mm, enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, non. Et est-ce que la guerre pourrait... Alors, je te demandais tout à l'heure si c'était un virage, mais un tournant, tu disais plutôt une courbe. Une courbe. Mais est-ce qu'on peut dire que le F-16 mettra fin ou mettra au second plan, relèguera au second plan tout ce qui est guerre tranchée, quoi? Pas du tout. Voilà. Donc, non. Il y a un précepte qui dit que la guerre se gagne au sol, toujours. Donc il peut faciliter... C'est pas Houellebecq, là, non. Je me demande. Alfred, tu peux vérifier, s'il te plaît. Je me demande si c'est pas Descartes, tu vois. Mais non, ça va apporter une munition de plus dans la panoplie ukrainienne. Ça va leur faciliter les choses. Peut-être ça mettra les Russes un petit peu plus à l'écart, mais ça va pas révolutionner. Je trouve la question de 0K aussi intéressante. À partir du moment où l'OTAN fournit les avions, les missiles et forme les pilotes, peut-on imaginer qu'à moyen terme on fournisse aussi les pilotes directement? Enfin, non. l'OTAN. Non. Je pense que si un pilote veut aller... occidentaux qui iraient... Non, si un pilote veut aller piloter des F-16 ukrainiens, à ce moment-là, il doit prendre la nationalité ukrainienne. Oui. Mais on n'est pas dans la logique des tigres au volant avec les Américains en Chine contre les Japonais. Non, on n'y est pas. Et là, intéressant aussi, le F-16 a déjà été dronisé, rendre le F-16 autonome sans pilote. Oui, c'est vrai, le F-16 est utilisé. Alors, c'est des vieux F-16, c'est des F-16A qui ont été dronisés, c'est-à-dire automatisés pour servir de cible dans des campagnes de tir RR. C'est une solution un peu riche des Américains, c'est-à-dire que tu tires un missile et pour voir si le missile marche bien, tu détruis un F-16. Mais ça, c'est un fusil à un coup, c'est pas du tout dans l'intérêt des Ukrainiens. Mais par contre, tu peux le ramener, le F-16, le reposer? On a perdu le chat. Oui, si on le détruit pas, il revient... Oui, il revient, ils font plusieurs missions, bien sûr. Donc ça pourrait être aussi un leurre, non? Mais tu as déjà des leurres. C'est une bonne question. Les leurres. Non, tu as déjà des leurres volants. Les Ukrainiens les utilisent déjà. C'est quoi un drone, non? C'est un drone à un coup, c'est un drone consommable et qui est équipé d'une signature qui donne la signature radar d'un avion, qui est équipé d'un répétiteur radar. Et c'est avec ça, c'est vieux comme le monde. Les Américains, pendant la guerre du Golfe, ont lancé des vagues de leurres comme ça pour saturer les défenses irakiennes, pour les obliger à se dévoiler. Les Israéliens ont fait la même chose dans la plaine de la Beka en 83,
2003, je crois, quand ils ont mis une tannée aux Syriens. Là, ils ont envoyé des... Alors les Syriens étaient tout contents parce qu'ils tiraient des missiles solaires, ils abattaient des tas d'avions. En fait, ils abattaient des leurs. Et derrière ça, les Israéliens sont arrivés. Ils savaient exactement du coup où étaient les batteries syriennes. Et puis celles-ci avaient épuisé une bonne part de leurs munitions. Et ça, les Ukrainiens, je pense qu'on peut dire qu'ils les utilisent déjà. C'est leur. Donc c'est pas la peine de sacrifier un avion entier. D'accord. Parce que dans la formation des pilotes, on peut, et des mécanos et de toute la chaîne logistique, on peut aussi imaginer qu'il y a un transfert de techniques de combat, non ? Facile à ouvrir ça. Oui, bien sûr. Mais c'est le but. Que les Américains apprennent aux Ukrainiens à bosser autrement ? Oui. À l'occidental ? Oui et non. Alors, il est évident qu'en école, on t'apprend les rudiments du combat. On t'apprend le combat aérien, on t'apprend les rudiments aussi sans doute du combat air-sol. Si les Ukrainiens suivent ce parcours, peut-être qu'ils vont se limiter au combat aérien. Mais après, la formation, l'expérience s'acquiert en escadron. D'accord. Et je suis pas sûr aujourd'hui que finalement nous, on va dire nous occidentaux, soyons les meilleurs placés pour apprendre aux Ukrainiens. Alors, on peut leur apprendre à se servir d'un équipement, à savoir l'entretenir, à le mettre en route et à s'en servir. Mais au niveau de la tactique de combat, je suis pas sûr qu'on soit les mieux placés parce qu'aujourd'hui, après un an et demi de guerre, je pense que les gars, ils en connaissent un rayon. Quoi. Et ça me fait toujours un peu sourire quand je vois qu'effectivement les Britanniques entraînent les Ukrainiens, l'infanterie ukrainienne. Les Britanniques, depuis quand ils ont fait la guerre quoi, la dernière guerre qu'ils ont fait, ils l'ont perdue, non ? C'était les Falklands ? Ah ils l'ont gagné brillamment, au contraire. Ils l'ont gagné ? Oui. Pour ça, justement, ils l'ont très bien gagné. Mais justement, et ça, les Falklands, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, les Ukrainiens arrivent avec un sacré bagage d'expérience opérationnelle. Et ils pourront nous donner des leçons sur pas mal de points. Et ils nous les donnent en direct avec leur utilisation des drones, d'ailleurs. Antoine Pirel dit qu'il y a également eu des F-16C, et pas que les A, qui ont été transformés apparemment en drones. D'accord, ça, on lui fait confiance. On lui fait confiance. Après, les F-16C, c'est pareil, c'est des blocs anciens. Le F-16C des débuts, je pense que c'est le bloc 20-25, le chat me corrigera. Mais c'est un avion qui a plus grand chose à voir avec le bloc 50-55 qui sera donné aux Ukrainiens ou les blocs 70 qui sont aujourd'hui en production. Mais c'est quand même malheureux effectivement de voir. Alors c'est vrai que ces drones ils sont utilisés pour des tirs missiles. Tant qu'on peut, on garde l'avion, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au. D'abord le missile peut-être est inerte, donc dans le pire des cas. Il passe à 1 mètre de l'avion, il aurait détruit l'avion s'il avait une tête, s'il avait une charge militaire, avec une fusée de proximité. Dans le pire des cas, peut-être qu'il fait un trou dans l'aile, je ne sais pas, ou bien l'avion tire des leurres ou au dernier moment. Enfin voilà, on essaie quand même de préserver l'avion. Puis il y a des fois où on sacrifie l'avion parce qu'il est en bout de potentiel ou qu'on a vraiment envie de voir l'impact que peut avoir le missile sur l'avion, d'étudier les effets. Donc alors en résumé, d'ici 9 mois, on devrait voir débarquer les premiers F-16 dans le ciel. Je crois que Zelensky parlait de fin d'année, mais bon, c'est un peu optimiste. Début 2024, les premiers pilotes seront formés, pareil, début 2024, enfin... Ils seront dans quelle couleur ? Je ne pense pas que les Ukrainiens se donnent la peine de les repeindre. Au moins de la cocarde. Oui, ils auront la cocarde ukrainienne, bien sûr. Mais il me semble que tu avais fait un article sur Aérobuzz. Abonnez-vous, inscrivez-vous à la newsletter, toute l'actualité en ligne. Merci Jérôme. Donc, tu diras pour le prochain. Tu avais écrit un article où il était déjà question de pilotes ukrainiens qui étaient aux États-Unis et ça remonte au printemps ou même avant. Oui, mais alors il y a eu plusieurs étapes. D'abord, ils ont envoyé 2-3 bonhommes, je crois, pour tester leur capacité. Donc ils les ont testés sur simulateur pour voir un peu s'ils étaient meilleurs ou pas que les chimpanzés qui savaient former jusque-là. Quoi. Et alors ? Et donc ça s'est bien passé, bien sûr. Mais après, il y a différentes étapes. Il y a une question qu'on n'a pas évoquée. Enfin, on est passé très vite dessus, mais on peut dire 2 mots si on a le temps. Bien, on a le temps. C'est la question de formation. Les Anglais se sont mis sur les rangs donc, pour former les... Alors là, ce serait pour le coup où ils formeront une nouvelle génération de pilotes.
Donc les former ab initio sur petit avion hélice, sur avion d'entraînement à réaction. Et puis on a appris il y a quelques semaines par la bouche d'un général américain qu'une hypothèse envisagée, c'était de les former en France sur Alpha Jet. Et moi-même, mea culpa, je fais mon mea culpa devant les auditeurs et les lecteurs d'Aérobuzz. J'ai tourné un peu le truc en dérision parce que l'Alpha Jet n'est plus utilisé aujourd'hui pour la formation des pilotes français. Toute la filière se fait sur PC-21. Et puis, eh bien non. Enfin, eh bien non. Eh bien oui, plutôt. Je te vois, Jérôme, lever les yeux au plafond. Mais en fait, il se pourrait, enfin c'est une hypothèse envisagée, qu'on remette en route des Alpha Jet, ou pas qu'on les remette en route, mais qu'on utilise les Alpha Jet pour créer une filière propre aux Ukrainiens. Ils sont où ces Alpha Jet? Ils sont, à part ceux de la patrouille de France qui sont à Salon-de-Provence. Ils sont à Cazaux, ils sont en service au sein d'escadron le 3-8 Côte d'Or. Et ils servent actuellement de plastron pour les exercices. Mais donc ils continuent à voler donc. Alors ils continuent de voler, mais ils ne sont plus utilisés pour l'entraînement. La dernière, on a fait un article sur Aérobuzz, la dernière promotion, ils étaient 6. Les derniers pilotes de chasse formés sur Alpha Jet, c'était au printemps. D'accord. Et voilà, et la filière Alpha Jet s'est terminée pour la France, et maintenant tout passe sur avion suisse à Cognac, sur PC-21. Donc il reste combien d'Alpha Jet en service à la louche, hein? Je suppose que tu les as pas comptés, mais... Non, je suis tout sauf spotter, et je dirais une dizaine peut-être. Ah oui. À la louche. Hein. Alors après, il y en a plus que ça, mais ils sont mis en dépôt, voilà. Ils ne sont pas en ligne. Ce sont des avions aussi qui sont usés jusqu'à la corde là. Une dizaine, je dis, sans compter à Cazaux peut-être. Hein. Ouais. Parce qu'il y a tous ceux de la patrouille de France, et la patrouille de France fait appel. Et au total, il y a peut-être, alors comme tu en as une dizaine à la PAF, il y a peut-être un pool de 30 avions, peut-être en état de vol. Et ça tourne énormément. Quand tu vas à l'atelier industriel de l'air à Clermont-Ferrand, où sont entretenus, où se fait l'entretien profond des Alpha Jet et des autres avions de l'armée de l'air, tu vois que ça tourne énormément. Tu as beaucoup d'avions de la PAF qui sont en entretien. Et pourquoi ça tourne? Parce qu'on essaie de lisser le vieillissement des avions. Les Alpha Jet de la patrouille de France sont martyrisés à un niveau incroyable. Hein. Ils tirent dessus comme des brutes. Beaucoup de facteurs de charge, beaucoup de cycles. Et donc, pour éviter de rincer un avion en quelques années, on le fait tourner, on le remet en école, donc on le repeint, il repasse aux couleurs, et puis après il revient plus tard, 10 ans plus tard, il revient à la PAF dans les couleurs de la PAF, et ainsi de suite. Et donc c'est un pool commun en fait, hein, entre les avions qui sont utilisés pour l'entraînement et les avions de la patrouille de France. D'accord. Après on démonte, pour la patrouille de France, on enlève certains trucs, on monte le dispositif de fumigène bien sûr. Voilà. Donc l'info comme quoi les Alpha Jet pourraient être utilisés pour former des pilotes ukrainiens dans le cadre d'une formation ab initio, c'est pas absurde? Non, c'est pas absurde. Alors, pas ab initio, puisque pour faire de l'Alpha Jet, il faut quand même avoir fait justement de l'ab initio avant et avoir débuté quelque part. Mais non, c'est pas absurde. Moi, bêtement, je pensais que si on devait former les Ukrainiens, on les mettrait dans la filière PC-21 comme les autres. Mais apparemment, la filière, elle est blindée. Ouais. Et comme il y a une énorme inertie sur les plans de formation, sur les heures de vol, parce que je rappelle qu'elle est aussi, c'est un partenariat public-privé. Donc, les heures de vol sont achetées, prévues, budgétées quelques années à l'avance. Il faudrait faire un avenant au contrat. Oui, et puis il faut aussi ramener des avions supplémentaires, puis des instructeurs supplémentaires, et puis des simulateurs supplémentaires. Pilatus demande pas mieux. Oui, mais ça va au-delà de ça. Oui, bien sûr, mais ça va au-delà de ça quand même. C'est les bonhommes aussi. Ouais. Hein, on est en manque d'instructeurs en France. Donc ça, pour l'Alpha Jet, ça va être un peu compliqué aussi. Il faut trouver les bonhommes. Autre sujet intéressant, ça. La pénurie d'instructeurs. Enfin, pénurie peut-être pas, mais... Ce que je comprends de tout ça, c'est qu'on est dans le zig et le zag en permanence. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un problème, pouf, il est réglé 3 ans plus tard, manque de peau 3 ans plus tard, la situation n'est pas la même, et ainsi de suite. Quoi. Et ça prend du temps de mettre en place des formations, ça prend du temps il faut trouver les bonhommes, parce que les bonhommes, ils viennent des escadrons de chasse. Les escadrons de chasse, ils sont pris à la gorge aussi. Il y a toutes les OPEX, ça continue, mine de rien. Il y a la permanence opérationnelle, par contre, par exemple.
Il y a la formation des jeunes qui est extrêmement exigeante, parce qu'avec le Rafale, il faut former des jeunes sur tout un tas de choses. Parce que le problème, par exemple, des Ukrainiens ils n'auront pas la question du ravitaillement au vol. Ça, ils s'en foutent, les Ukrainiens. Il faut les former sur le tir d'armement à guidage laser, sur le tir de missiles de croisière, sur l'air air, sur l'air-sol, sur tout un tas de missions. Ça prend beaucoup de cases. Et donc, oui, c'est compliqué. On parlait des AB initiaux que l'Alpha Jet. Il y en a beaucoup potentiellement des AB initiaux là, dans les pilotes à former, ou il y en a qui ont déjà pas mal d'expérience. En Ukraine ? Ouais, pour les futurs pilotes. Je sais pas. Ce serait, si j'ai bien compris, ce que j'ai lu, notamment dans la presse américaine, ce serait une autre filière. Une autre filière, carrément. Ce serait carrément recruter des pilotes ab initio, et puis c'est certain qu'à un moment donné, il faut trancher dans le vif. Si tu veux préparer l'avenir, il faut retenir ton souffle et il faut aussi laisser tranquille les gens qui sont au combat. Et la ressource est rare, donc tu peux pas... c'est compliqué pour les Ukrainiens à la fois de ménager la chair au chou, de ménager les gens qui sont au combat en escadron, et puis de dégager des moyens pour une nouvelle génération de pilotes. Donc à un moment donné, il faut prendre la décision, s'arrêter, prendre un peu de recul et partir de zéro avec des gens dont tu sais que dans 5 ans, ils seront formés, ils seront pleinement opérationnels. Et tu seras parti sur des bases saines. On n'est pas dans le même contexte d'intensité que, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, où à un moment, les pilotes ab initio étaient formés à la chaîne et très rapidement, et se retrouvaient très très rapidement au combat. Mais là, c'est parce qu'on consommait énormément de avec pilotes. Avec conséquences humaines et matérielles, bien sûr. On consommait beaucoup de pilotes. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui des guerres modernes. Oui, on consommait beaucoup de pilotes et d'avions. Cela dit, alors aujourd'hui, les avions valent très très cher, mais peut-être que c'est avec le sabre que les Américains ont passé la barre du $1 million pour le... Aujourd'hui, ça paraît dérisoire, mais à l'époque, c'était une fortune. Millions de dollars. Pour le coût d'acquisition d'un avion de combat. Ah oui. Je crois que c'est avec le sabre, de tête. Mais ça me rappelle ce film excellent avec... comment il s'appelle ce film avec Independence Day. Non. Pilote dans l'avion ? Non plus. Non. Il n'y avait pas Tom Cruise, mais c'était très drôle, très mauvais goût. Austin Powers. Et quand il décongèle le gars, là, le méchant, et que le méchant dit je pose un ultimatum aux États-Unis, alors je demande $1 million. Merci Martin, parce qu'à côté ça rame. Hein. Il est bon. Il connaît bien son sujet, et effectivement, je pense que tu avais raison, Jérôme. Il pourrait on a bien fait de l'inviter. Non, ça c'est sûr.